Les gens ils vont dire mais qu'est-ce qu'elle fout, t'as cru 4 heures, c'est nul et tout. Et c'était plus ça qu'il a fallu que j'efface de ma tête pendant la course et me dire non mais là, tout ça, je m'en fous. Moi je finis pour moi parce que moi j'ai décidé que j'irai au bout aujourd'hui. Et donc en fait je me suis un peu mis dans une bulle, tu vois, de me dire ok bah là franchement le regard des autres, tu t'en fous. Et salut à tous, aujourd'hui on est du côté d'Aix-en-Provence, quelques jours avant cette course. Et aujourd'hui j'ai l'honneur de recevoir Julie Yemolo. Julie, comment vas-tu aujourd'hui ? Ça va super, merci. Et toi ? Bah écoute, merci, je vais très bien aussi, ça me fait plaisir. On est un petit peu chez toi du côté d'Aix-en-Provence. Si j'ai bien compris, tu n'es qu'à quelques minutes. Pour remettre du contexte aussi à l'intersection de plusieurs courses, en off tu me disais, bah là Aix-en-Provence, le 73, ça va être la quatrième que je vais faire en 4 semaines. Comment tu te sens d'un point de vue énergie justement avec ce fameux enchaînement ? Au final, ça va, ça se passe mieux en vrai que sur le papier, on va dire. C'est vrai que de base, j'aurais pas choisi de faire 4 courses en 4 semaines si j'avais un peu réfléchi. Et puis, ça s'est improvisé comme ça, même si c'était pas prévu. Et ça se passe vachement bien. Au fur et à mesure des semaines, j'ai presque la forme qui monte. En fait, je m'éloigne de mon stage d'entraînement. Mais je crois que de récupérer dans la semaine entre chaque course, bah, ça compense le fait qu'il y a des intensités tous les dimanches. Donc non, franchement, ça se passe super bien. Et comme tu le dis, je suis contente de courir à domicile ce week-end. Ouais, c'est sûr que ça fait toujours plaisir. Bah, on va essayer de comprendre un petit peu tout ça, Julie. L'épisode va être vraiment tourné sur... on va comprendre comment tu es arrivé dans ce sport. Désormais, il y a de plus en plus de résultats aussi. Tu es connu sur le triathlon longue distance. On parlera de certaines courses. On parlait du full, du 73 un petit peu en off. J'avais envie de comprendre pour commencer cet épisode, quand est-ce que finalement tu arrives dans l'univers du triathlon ? Est-ce que tu as découvert ça par hasard ? Est-ce que tu pratiquais un sport en particulier ? Ouais, un petit peu par hasard quand même. En gros, moi, toute petite, je faisais de la danse classique au conservatoire. C'était super strict, mais du coup, c'était la première expérience, on va dire, de sport que j'ai vécue. Et après, j'ai eu envie, comme beaucoup de petites filles, de faire de l'équitation. Sauf qu'en fait, je ne savais pas nager. Et mes parents, ils avaient peur que je me noie dans une piscine, tu vois, chez des amis. Donc, ils se sont dit, non, mais là, ça craint. Si elle tombe dans l'eau, elle coule comme un caillou, donc c'est dangereux. Donc, on a fait un deal. Ils ont dit, OK pour l'équitation, à condition que tu fasses de la natation. Donc, du coup, en fait, j'ai été mise à la natation un peu de force, on va dire. C'était pas du tout mon choix. Et au fur et à mesure, j'ai accroché avec la natation. Et puis, j'ai laissé tomber l'équitation. Ça me plaisait un peu moins. Et je me suis retrouvée, donc au début, c'était juste en école de nage. Okay. Et puis après, en fin d'école de nage, on m'a dit, tiens, il y a un club de natation, tu voudrais pas y aller et tout. Donc, OK, moi, j'ai un peu suivi le move, mais franchement, ça m'intéressait pas plus que ça. Et une fois dans le club, c'est le coach qui a dit allez hop, tous les petits, il y a compète tel jour. Et en fait, je me suis retrouvée un peu sans l'avoir décidé dans des compètes. Okay. Et là, par contre, je me suis dit non, mais par contre, moi, si je fais des compètes, j'ai envie d'être forte. Hein. J'ai pas envie d'être le nul du groupe là. Donc, en gros, je me suis un peu retrouvée à faire de la compétition alors que c'était pas mon idée de base. Par contre, je me suis pris au jeu rapidement. Et du coup, j'ai commencé la compète par la natation. Okay. C'était, en gros, j'ai commencé à nager au CP et j'ai commencé la compète, on va dire, vers le début du collège, fin du primaire, début du collège. Okay. Donc j'étais quand même assez jeune, on va dire. J'ai commencé du coup avec un sport pas non plus le plus fun, tu vois, c'est quand même assez répétitif. Ouais. Et c'est ça qui a fait qu'au fur et à mesure, j'ai eu envie de voir autre chose. En gros, j'ai commencé donc les compètes aux alentours de Benjamin, donc c'est 6e, 5e. Ouais. Et après, il y a minime en fin de collège. Et là, où je voulais me qualifier... En gros, au début, c'était les championnats départementaux, puis les régionaux, puis les interrégions. Et là, il y a eu un truc, c'était le championnat de France minime. Et je me suis dit, waouh, ça a l'air trop classe, ça, je veux le faire. Et en fait, moi, je nageais du crawl, parce qu'on a chacun sa spé. Moi, j'étais plus une crawleuse et plus sur du longue distance. Alors vraiment, là, je mets des guillemets, parce qu'en natation, c'est 400, 800, 1500. Donc c'est sûr que comparé à ce que je fais aujourd'hui, ça dure 20 minutes, c'est vraiment rien. Mais c'était entre guillemets du long pour ce sport. Et moi, j'étais déjà là-dessus. Et en fait, les qualifs pour les France minimes aux 400 mètres, je les ai ratés plusieurs fois. Et une fois à 1 centième sur un 400. Donc ça, c'est un peu dur à digérer. Et donc souvent en natation, il y a saison d'hiver, saison d'été. Donc je rate en hiver, je me réentraîne 6 mois, je réessaye en été. Les minima sont plus durs, donc il faut gagner 2 secondes. Moi, je me suis entraînée, je gagne 2 secondes et je re-rate encore dans la même seconde que le temps de qualif. Donc là, ça a commencé à me gonfler fort. Et je me suis dit, non, mais là, ça me gave. Moi, j'arrête. Vraiment, là, j'étais dans un schéma de « Ah non, mais c'est super ingrat ce sport, j'en ai marre, je m'entraîne, je progresse et ça passe toujours pas. Et les autres gamins, ils vont en France et moi, j'y arrive pas. Non, c'était pas possible. » Et en fait, dans mon club de natation, j'avais un ami qui faisait du triathlon.
Et il m'a dit, ben non, arrête pas le sport. Attends. T'énerve pas. Arrête pas le sport. Viens voir le triathlon. Voilà. Et du coup, j'ai découvert le triathlon. Mais moi, je savais même pas que ça existait. Franchement, je ne connaissais pas. Et j'ai découvert sur un triathlon régional, pas très loin d'ici, à Saucé. C'est un peu le triathlon de la région bien connu. Et je me suis dit, mais c'est génial, il y a une super ambiance, les gens ils sont trop sympas, on est dehors, parce que j'en avais un peu marre d'être tout le temps aussi enfermé dans les bassins, où des fois on profite pas de l'extérieur. Et je me suis dit, ok, allez, si j'essayais de faire du triathlon moi toute seule, parce qu'au début je l'ai fait en relais et j'ai fait que la partie natation. Donc, je me suis dit, allez, je vais me lancer dans le triathlon. Mais au début c'était vraiment juste pour m'amuser et me changer les idées. Sauf que le petit truc du championnat de France, tu vois, ça me trottait encore dans la tête et j'avais encore un peu les boules de pas avoir réussi en natation. Donc je me suis dit, moi aussi je veux aller au championnat de France en triathlon maintenant. Donc je voulais aller aux France Minimes. Et là, première année de triathlon, je réussis. Je me dis, c'est beaucoup mieux ce sport. C'est bon, c'est pour moi. C'est bon, je préfère. Et puis après, je me suis pris au jeu. Et en fait, tu vois, après ça vient au fur et à mesure. Ouais. Donc les championnats de France. Au début, mes premiers France, je crois que j'ai fait 90e ou un truc comme ça. Okay. L'année d'après, je me dis, non mais peut-être faire top 50. Peut-être top 20. Top 10. J'aimerais bien faire podium. Et tu vois, ça vient au fur et à mesure. Et puis après, les Coupes d'Europe junior, la D1, Coupe d'Europe élite, Coupe du Monde, etc. Et après, voilà. Ce qui t'anime, ce que je ressens, c'est vraiment en fait cet aspect compétition que tu n'avais pas découvert, mais qui finalement te drive un petit peu dans presque tous tes choix, j'ai envie de dire. Ouais, c'est ça. Et en fait, au final, chaque année, je me retrouve des fois, tu sais, à me remettre en perspective. Où est-ce que j'étais avant, où est-ce que je voulais aller, et où est-ce que je suis maintenant, et quels sont les objectifs. Et je me rends compte que ça va tout le temps évoluer, ça va tout le temps avancer. Et un truc qui avant aurait été un accomplissement pour moi, maintenant aujourd'hui c'est juste le strict minimum. Et en fait j'en veux un peu toujours plus. Ça c'est assez piégeux, faut faire gaffe. Mais c'est quand même ça qui permet de vivre des trucs un peu incroyables que tu n'aurais pas imaginé. Ouais, non, mais clairement, ce que j'aime bien aussi dans nos auditeurs, on a certes certains athlètes professionnels qui regardent aussi les épisodes, mais il y a beaucoup d'amateurs. Et c'est vrai que rien que dans la foire aux questions que j'ai posée aux auditeurs, il y avait beaucoup de questions sur le volume, qu'est-ce qui fait que tu en étais là aujourd'hui, ce qui te motivait, etc. Et là, au final, je trouve que le message que tu pars, c'est finalement essayer de prendre un départ de course pour vivre cette ambiance. Et toi, tu es en train de nous dire que c'est cette ambiance-là qui t'a emmené là où tu es aujourd'hui, quoi. Donc, est-ce que tu prends ce même plaisir aussi à l'entraînement ? Ouais, en fait, au fur et à mesure, même plus maintenant qu'au début. Okay. Parce que j'ai quand même... au début, j'étais vachement concentrée dans... oh, mais je fais pas ça comme il faut que je m'améliore sur ça. Tu sais, voir un peu le chantier des choses qu'il y a à faire. Et aujourd'hui, j'arrive à prendre du plaisir juste dans le fait de me dire quand même, elle est cool ma vie, être triathlète pro, il y a pire. Mon job, c'est d'aller m'entraîner. Alors oui, d'accord, des fois, on n'a peut-être pas envie de se taper une séance super dure et tout, mais j'apprécie déjà la chance que j'ai de faire tout ça. Et je kiffe parce que je découvre... J'aime bien, moi, en vélo, je trouve qu'on découvre des endroits que tu vois pas pareil si tu fais de la voiture et tout ça. Et tu profites du cadre. Je suis dans différents endroits, que ce soit pour les courses ou pour les stages d'entraînement. C'est une façon de découvrir un peu le monde et tout. Et moi, je me régale. Et au final, rien que l'entraînement, comme tu dis, aujourd'hui, ça me procure du plaisir. Alors que avant, c'était plus seulement la course. Tu vois, et c'est venu au fur et à mesure d'accepter... de s'y habituer et d'accepter aussi que c'est pas toujours tout parfait et que c'est le process en fait. Et ça c'est quelque chose que j'arrivais pas à comprendre et que mes entraîneurs ils me disaient faut que tu apprécies le process. Moi je me disais qu'est-ce qu'il raconte, c'est quoi ça, je comprenais rien. Et maintenant en fait j'apprécie juste le fait de me dire que je suis en train de construire quelque chose, en train de peaufiner un truc et c'est vraiment ce mot qui moi ça avait pas de sens pour moi d'aimer le process. Et en fait maintenant si j'ai compris, mais en gros c'est ce fait de se dire qu'on construit quelque chose et qu'on est tout le temps en train d'essayer de s'améliorer. Un peu comme un gars qui retape une voiture dans son garage. Chaque jour, il fait un truc qui la rend meilleure. Et en gros, moi, je fais un peu pareil avec... C'est ça, et finalement, le message que tu passes encore une fois, c'est peu importe notre niveau, le process, il a tous une évolution. En fait, c'est de kiffer l'évolution, comme tu dis, de kiffer les progrès qu'on fait, mais peu importe l'échelle à laquelle on est, qu'on soit débutant, amateur, pro et tout, c'est de voir en fait tout ce qui va de l'avant, tout ce qui s'améliore, tout ce qu'on apprend. Moi, je me régale aussi en fait à apprendre sur moi. Tu vois, j'ai fait pas mal de prépa mentale et ça m'a apporté un peu, tu vois, ce réflexe de tout le temps s'auto-analyser. Et en fait, du coup, j'ai l'impression d'être tout le temps en train de m'améliorer aussi dans ma connaissance de moi, dans la connaissance de mon corps. Tu vois, gestion de la douleur, gestion de l'effort, plein de choses comme ça, où du coup j'ai l'impression de voir des progrès en permanence et ça c'est super satisfaisant en fait. Et même aujourd'hui, tu vois, c'est vrai que j'ai souvent le retour des auditeurs qui me disent ah mais oui mais eux ils sont pros donc ils ont moins à progresser que nous, etc. Et moi j'ai souvent l'habitude de leur dire non mais je pense que tout le monde a vraiment cette phase, surtout avec le triathlon, d'aller voir plein de choses. Toi aujourd'hui
tu considères que tu progresses, on va dire, mois après mois sur un aspect ou un autre? Oui, mois après mois, même peut-être semaine après semaine. Rien que là, entre ma première course de la saison et la troisième, moi, je vois des différences. Après, ce qui est particulier dans la notion de progrès, c'est que des fois, tu fais un énorme pas en avant, puis des fois, tu as même l'impression que tu recules, puis tu réavances, donc c'est pas linéaire, mais je progresse tout le temps. Et je pense que les amateurs, s'ils se disent « Ouais, les pros, ils ont moins à progresser que nous », je suis pas sûre, hein. Ça dépend sur quoi. Oui, c'est sûr, d'un point de vue purement physique et tout, ils vont peut-être, les pros, être meilleurs ou à un stade plus avancé. Mais il y a des trucs où des fois, c'est comme si les pros ils brûlaient un peu des étapes. Tu vois, des fois, tu te retrouves à un niveau de résultat et de performance physique qui te propulse, on va dire, à haut niveau, au pro, etc. Et des fois, tu as brûlé des étapes un peu, par exemple, en prépa mentale. Et tu as des gens qui ont un niveau stratosphérique. Et en fait, ils sont tétanisés au moment de la course, ils ont peur de l'échec, peur du rapport aux autres. Tu as plein de choses comme ça que les amateurs ils voient pas parce que c'est pas écrit sur ta tête j'ai super peur avant le départ, tu vois. Mais les amateurs ils disent ouais, ils sont trop forts, ils courent vite et tout, mais ça se trouve le mec en course il arrive pas à retranscrire un truc qu'il fait à l'entraînement, et c'est aussi une frustration, c'est aussi des choses sur lesquelles il faut bosser. Et les amateurs ils ont peut-être ce truc là en fait que les pros ils ont pas, c'est de la pression en moins quand même, tu vois. Et en fait ils sont là juste pour kiffer le truc, enfin souvent. Après, il y en a qui sont peut-être pas là pour ça, mais quand tu es là juste pour kiffer le truc, tu as une pression en moins et tu peux quand même mieux t'exprimer. Ouais, c'est sûr que chacun a ses enjeux, on va dire, différents, comme tu dis, et il faut trouver ce juste équilibre. Et justement, on va essayer de comprendre, toi, ce passage entre amatrice et professionnelle. Avant de passer justement à cette partie-là, tu disais que finalement, le triathlon, tu ne connaissais pas. La compétition, c'est ça qui t'a animé et qui a réveillé, j'ai envie de dire, la vraie Julie qui est en toi. Mais finalement, est-ce que c'est quand l'élément déclencheur où tu t'es dit je peux vivre de ce sport, ça peut être mon quotidien? Est-ce que déjà tu l'as conceptualisé ce moment? Quand est-ce que c'est arrivé finalement? De me dire que je pouvais vraiment en vivre, je pense que c'est arrivé en 2021 ou 2022, donc c'est quand même assez récent. Avant, j'ai décidé, comme tu le disais, j'ai fait ma première course en pro fin 2019. Mais là pour moi à ce moment c'était juste pour jouer, c'était juste un nouveau niveau dans le jeu, tu vois. En gros je me dis vas-y, je cours en pro, ce sera encore plus kiffant. Moi je rêve de me confronter aux meilleurs, mais pour ce moment-là c'était pas l'idée d'en vivre, c'était juste l'idée de franchir, tu vois, un palier dans le niveau de compétition, et pas forcément d'en faire un job, parce que c'est quand même c'est pas garanti qu'on peut en vivre. Le triathlon c'est pas non plus un sport où ça paye autant que dans des sports beaucoup plus connus, donc en vivre c'est plus compliqué. Mais je pense que ça c'est venu plutôt en 2021-2022, quand j'ai commencé à avoir un petit peu des sponsors qui m'accompagnaient, des gens qui me faisaient confiance, et commencé à avoir pas mal de podiums sur le label 73 en pro. Donc là, ça a commencé à devenir concret. Donc là, tu le conceptualises, et finalement, avant, tu fais combien de saisons sur 73 en tant qu'amatrice? En amatrice, j'ai fait que 2 courses. En fait, j'ai fait mon tout premier 73 en septembre 2018, donc j'avais 18 ans, à Nice. Parce que c'était la première édition d'ailleurs du 73 de Nice. L'Ironman il est super vieux, mais le 73 il est un peu plus jeune. Et habitant à côté d'Aix, c'était un peu courir à domicile. Ça me plaisait pas mal. Et pourquoi j'ai pas fait Aix? Parce que c'est vrai que c'était encore plus à domicile, on va dire. C'est que Aix il est en début de saison, il est plutôt au mois de mai, alors que Nice était en septembre. Et moi à cette époque-là, je voulais juste me tester sur 73, mais pas orienter toute ma saison dessus. Du coup, ça m'avait permis de faire ma première partie de saison, parce que j'étais encore junior, avec, tu sais, les championnats de France jeunes, duathlon, triathlon, aquathlon. Ça se termine en juillet. Et après, j'avais fait juillet-août, une prépa un peu en montagne, et j'avais fait Nice en septembre. Donc ça tombait bien, tu vois, c'était le bonus de fin de saison un peu pour me tester sur une nouvelle distance. Et en fait, j'ai terminé 3e en 18-24. Je me suis qualifiée pour le championnat du monde, qui avait lieu en 2019, au même endroit, à Nice. Et là, du coup, j'ai fait mon 2e 73 sur les championnats du monde à Nice. Et là, j'ai terminé 2e. Du coup, j'ai fait vice-championne du monde 18-24 ans. Et là, je me suis dit, en fait... je ne vais pas courir pendant 10 ans en amateur. Si j'ai le droit d'aller en pro, autant y aller maintenant. Plus tôt j'y vais, plus tôt je me confronte, et plus tôt j'apprends et je progresse. Et du coup, j'avais les critères, parce qu'il y a des critères par la Fédé pour passer pro. Du coup, je me suis dit, allez, go, je me lance. Je fais une course en pro en novembre 2019. Donc, j'ai fait le 73 de Xiamen, en Chine. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de courses en fin de saison. Et je me suis dit, ah ouais, quand même, c'est pas pareil. Et là, au départ, après, justement, il y a cette petite pression ou pas? Ouais, quand différente même. Je sais pas, parce qu'en amateur, ce qui était particulier, et je pense que ça allait pour tous les amateurs qui font encore des courses sur Ironman aujourd'hui, c'est qu'avec le rolling start, tu vois pas grand-chose. Moi, quand j'ai terminé 2e au championnat du monde, la première, je l'ai jamais vue. Et la 3e non plus. Tu cours un peu à l'aveugle. Alors, c'est bien parce que tu te concentres sur toi, mais quand tu veux un peu te comparer aux autres et quand tu es dans la compétition, on va dire, c'est un peu particulier. Alors qu'en pro, c'est un mass start, et là, au moins, tu vois tout le monde et la course est lisible. Donc, c'est vrai qu'il y a pas mal de petits détails en fait entre amateurs et pro qui changent un peu.
Et non, moi, franchement, j'ai bien aimé et je me suis dit, bah, allez, go, je vais en faire d'autres l'année prochaine. Et puis là, 2020, surprise, il y a eu le Covid. Ouais. Donc, j'ai pas eu beaucoup de courses. On s'est même retrouvés confinés et tout. Et puis, moi, de toute façon, à cette époque-là, je faisais encore mes études à côté, je travaillais à côté. Et du coup, 2020, ça a été une saison un peu blanche, on va dire, mais ça, c'était pour tout le monde. J'ai fait 2 Coupes du Monde après le confinement, parce que j'étais encore à la fois sur court distance et mes débuts, tu vois, sur 73, j'en avais fait 2. Enfin, 3 avec celui en pro en fin d'année. À ce moment-là, je ne savais pas trop encore comment choisir entre mon projet de court distance, qui était dans la suite logique de mes années jeunes. Ouais. Donc, j'avais fait 2 Coupes du Monde, j'avais fait Arzakena et Carlo Vivari. Et en fait, ça commençait un peu à me frustrer. C'était pas des courses sur lesquelles je m'amusais beaucoup. Ce qui me plaisait plus sur le court distance, c'était en fait l'impression que pour faire une bonne place, il fallait être un gros nageur, un gros coureur. Ouais. Et je me dis, mais en fait, ça sert à quoi d'être fort en vélo sur ces courses-là? Ça sert à rien. Alors oui, il y en a, ils vont me dire, oui, t'as qu'à faire une échappée, machin. Mais en fait, ce qui m'énervait, c'était les filles qui savaient pas rouler, et qui patientaient 40 bandes dans les roues, et après qui couraient super vite. Genre, pour moi, c'était pas des triathlètes. En fait, c'était des aquathlètes. Tu vois, et enfin, ça m'énervait trop. Et je me suis dit, non, c'est pas ma définition du triathlon. Moi, ce que j'aime sur le long, c'est que chacun fait sa course. Chacun la mérite, tu vois. Enfin, je sais pas comment dire, mais tu te sers pas des autres. En fait, t'es obligé d'être fort en vélo. Puis si t'es pas fort, tu vas perdre un quart d'heure. Ouais. Et c'est ça qui me plaisait plus dans le longue distance, c'était l'aspect sans drafting, où t'es obligé d'être un triathlète un peu plus complet, en fait. Ouais. Tu peux pas te reposer sur les autres. Et du coup, au fur et à mesure, je me suis dit, non, le court distance, ça m'attire plus trop, et je vais me spécialiser sur le long. Et du coup, voilà, comme on dit, 2020, il n'y a pas eu beaucoup de courses, à part le championnat de France de longue distance qui était à Cagnes en fin d'année. J'ai fait 3e. Et après, là, 2021, première vraie saison en pro, avec des vraies courses, ouais. Pas embêté par le confinement. Et comment parce que finalement, tu changes de statut au même moment, donc tu passes d'amatrice à professionnelle. Mm-hmm. En même temps, tu nous dis qu'il y a cet aspect de courte distance à longue distance. Et j'ai envie de dire, la cerise sur le gâteau, l'aspect Covid. Donc, on comprend bien que le changement de statut, finalement, ce que tu dis, on en reparlera peut-être plus en détail sur certains points, typiquement les partenaires, etc. Mais tu l'as abordé de la bonne façon. Mais la partie entraînement, comment elle évolue pour justement se dire, j'ai envie d'être performante sur le half, et vu que aussi tu doutes un petit peu avec le court distance, comment il évolue ton entraînement dans cette année un peu blanche où justement il n'y a pas de compétition aussi? Si j'ai bien compris, c'est vraiment ça qui te guide, quoi. Ouais, c'était un peu particulier cette année-là. Du coup, c'est vrai qu'au début, c'était un peu brouillon, on va dire. Comme tu dis, ma transition, j'ai du mal à choisir. Parce qu'à la base, moi, j'avais un rêve de gamine, c'était de faire les jeux. Et les jeux, en longue distance, ça n'existe pas. Donc, moi, en fait, je m'étais un peu accrochée aux courtes distances dans ce rêve-là. Sauf que j'ai vite compris que les jeux, quand tu grandis, tu comprends comment ça marche. Il y a 2 ou 3 dossards par nation, c'est super compliqué. Tu peux pas... voilà, même si tu as 10 athlètes dans un pays qui sont fortes, ils vont pas en envoyer 10 parce que tu as des quotas. Tu as des pays où il y a des gens moins forts qui vont avoir une place au jeu, alors que... Voilà, c'est... Et en fait, tout ça, ça m'a un peu moins plu, tu vois, en grandissant. L'idée que j'avais des jeux en étant gamine, c'était pas tant la réalité de ce que j'ai compris en grandissant. Je me suis dit, je vais pas passer ma vie à faire des courses qui me motivent pas. Tout ça pour espérer peut-être un jour avoir le niveau de faire les jeux. Non, c'est bon, c'était trop flou. C'est là que j'ai pris un peu de recul et je me suis dit, non, moi, en fait, ce qui me fait kiffer, c'est de faire du triathlon, c'est de faire du longue distance. En plus, je suis indépendante, je fais les courses que je veux, quand je veux. Il n'y a pas de contraintes. C'était vachement mieux. Mais du coup, c'était un peu brouillon. Et l'année 2020... En gros, la première partie de saison, c'était orienté vers les Coupes du Monde. Okay. Parce que c'était la première était en mai, je crois, et la deuxième en juillet-août. Et après, en fin d'année, là, je me suis plus fait une prépa pendant un stage, tu vois, d'été de juillet-août pour les France de long. En gros, j'ai fait un peu comme mon année où j'ai fait mon premier 73, tu vois. Ouais. Première partie de saison orientée un peu court distance, et après une prépa dans l'été orientée 73. Et justement, les auditeurs nous demandent souvent un équilibre dans tous ces entraînements. Ça représente quoi une semaine avec toi pour préparer du half ou du full? Déjà, est-ce qu'il y a une différence entre ces 2 semaines en termes de volume, etc., avec le détail que tu veux nous donner? Je dirais qu'aujourd'hui, plus trop. Alors, okay. Le problème, c'est que là, tout de suite, si on me demande comment je m'entraînais en 2021, moi, je ne me rappelle pas du tout. Ouais. Donc, je peux donner des chiffres actuels, mais je sais que je m'entraînais beaucoup moins. J'ai vraiment commencé à être plus régulière sur l'entraînement cet hiver. C'est vraiment le meilleur hiver que j'ai fait d'un point de vue de la régularité. En gros, là, j'étais en stage d'entraînement à La Réunion et sur la quasi-totalité du stage, j'ai fait à peu près 29 heures de moyenne. Mais vraiment très régulière, à plus ou moins 1 heure par semaine, pas plus. Alors que les années d'avant, j'avais plutôt tendance à faire, par exemple, 2 semaines dures et avoir besoin d'une semaine de récup. 2 semaines dures, 1 semaine de récup. Donc là, je pense que tôt ou tard, ce bel hiver, il va payer. Parce que ça, c'est quelque chose que j'ai appris au fur et à mesure. C'est que des fois, tu bosses et ça paye pas tout de suite. Ouais.
Et puis, tu vas savoir pourquoi 6 mois après, tadam, surprise, voilà, tu as progressé. Merci, mais j'aurais bien aimé que ce soit avant. Ça, c'est des fois un peu dur à accepter. Du coup, à cette époque-là, je sais que je m'entraînais moins. Je pense que c'était plutôt entre 15 et 20 heures par semaine. Ouais. Surtout, comme je te disais, je faisais mes études à côté et je travaillais à côté. Donc, j'avais quand même moins de temps à y consacrer. J'étais pas 100% triathlète dans mon emploi du temps. Okay. Après, maintenant, que je m'entraîne pour un 73 ou pour un full, globalement, ça va être quasiment la même chose. Disons qu'il y a, en termes de volume, tu vois, ou de nombre d'entraînements par semaine, ça va plutôt être 1 ou 2 types de séances qui vont être du coup orientés soit plutôt actifs, par exemple en course à pied, plutôt des allures marathon, ou plutôt premier seuil si je m'entraîne pour un 73. Et pareil pour le vélo, en fait. Mais grosso modo, les semaines vont quand même bien se ressembler. Après, pour donner un ordre d'idée, moi, je suis aux alentours de un peu moins de 30 heures par semaine en comptant natation, vélo, course à pied et PPG. La natation, grosso modo, je nage 5 fois par semaine. Après, quand il y a une course, des fois, ça m'en fait une 6e parce que, tu vois, je vais réduire les jours d'avant. Mais grosso modo, c'est 5 natations. En natation, je nage moins qu'avant, quand j'étais une nageuse. Parce que j'ai quand même continué à nager, même mes premières années de triathlon, et à faire encore des compètes de natte jusqu'en junior, en gros. Donc, à ce moment-là, je pouvais nager jusqu'à 30 km par semaine. Donc, c'était plus. Maintenant, je suis plus autour de 20 km. Je nage un peu moins. Okay. Mais grâce à l'entraînement croisé, tu vois, j'ai pas perdu de niveau. En fait, c'est ça qui est intéressant aussi. Je sais pas si ça t'intéresse de faire une parenthèse là-dessus, mais je me suis rendu compte qu'en fait, quand je faisais que nager, je nageais 5 fois par semaine, c'était 5 fois 6000. Enfin, vraiment, l'entraînement bête et méchant du nageur. Par exemple, je nageais 4,40 au 400, et quelques années plus tard, en nageant moins, en nageant plus que 20 bornes semaine, et en faisant à côté mes entraînements de vélo, de course à pied, où je vais faire de la PMA, de la VMA, et puis en natation, pas forcément des zones... tu sais, un entraînement pas forcément spécifique. En fait, j'ai fait mon meilleur temps au 400 peut-être 3-4 années plus tard. Après avoir ralenti l'entraînement de natation, je nage 4,29. Et ça, c'est l'entraînement croisé. Il n'y a pas d'autre explication. Et en fait, comme quoi, tu vois, il y a des bienfaits. Ouais, c'est ça. Le triathlon m'a fait progresser en natation parce que ça m'a amélioré, tu vois, d'un point de vue... rendement, quoi, VO2 max, tout ça, en fait, ça m'a aidé, alors que je nageais moins qu'avant, je faisais pas de muscu pour la natation, des trucs comme ça, tu vois. Ah, mais c'est vrai que c'est dur parce que tu fais quand même partie des meilleures nageuses du circuit. Et je me dis, tu viens de la natation, ça met pas une pression particulière. Moi, je me dis toujours, heureusement pour moi, je suis pas un bon nageur à mon niveau amateur, mais la pression de sortir devant et de se dire, tu vois, plutôt que doubler les autres en vélo, des fois tu peux te faire doubler, donc ça dépend les courses, j'imagine, mais comment on vit ça en ayant ce bon niveau en natation, vu que tu nous parles de ça? Moi, je trouve que c'est quand même une chance parce que ça te permet de commencer la course devant. En gros, tu commences un peu aux avant-postes, donc tu pars avec un avantage. Les autres, eux, doivent se dépêcher de te rattraper. Mais c'est vrai que d'un point de vue, en gros, un peu mental, tu vois, c'est un peu... Le truc pas marrant dans ça, c'est qu'en fait, tu sors devant. Donc, admettons, t'es premier. Si tu roules bien, t'es encore premier. Et puis, si tu finis pas premier de la course, c'est parce que t'as perdu en course à pied. Ouais. Et du coup, les gens, ils stigmatisent à mort en mode « Ouais, tu cours pas bien. » Ouais, mais si tu poses premier, à part finir premier, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suis obligée de perdre des places. Alors que tu vois, t'as des profils inverses qui vont sortir, je sais pas moi, 40e de l'eau, et ils vont remonter. Et les gens vont dire « Ouais, trop fort, il a gagné 40 places. » Oui, mais bon, il part 40e aussi, donc normal qu'il gagne 40 places. Enfin, tu vois, selon comment logique, tu le prends, en fait. Donc, du coup, c'est un peu. C'est ça qui est un peu désagréable, je trouve, dans ma position. C'est qu'en gros, t'es chassé et t'es pas chasseur. Ouais. Et après, en gros, si tu te fais rattraper, il faut essayer de rester ou de tenir, de battre. Mais c'est vrai que t'es dans cette position un peu de celui qui est chassé et pas celui qui chasse. Mais surtout sur des courses type championnat du monde et tout, où il y a une grosse densité, c'est quand même avantageux parce que. Quand tu es seul à bien nager, tu es désavantagé parce que tu es seul aussi en vélo, tu n'as pas de dynamique. Mais à l'inverse, sur des courses plus relevées, ça aide parce qu'il y a une dynamique à l'avant avec beaucoup de bons nageurs. Ouais. Et là, ceux qui nagent mal, ils peuvent être désavantagés sur la partie vélo, quoi. Ok, ouais, donc finalement, ça dépend vraiment les configurations de course, de ce que tu vas retrouver. Moi, je trouve que ça reste quand même un point fort. Mais comme tu dis, voilà, des fois, ça peut être un peu une pression dans le sens où tu as le lead et il ne faut pas le perdre. Ouais. Mais tu l'as, donc ça reste un avantage au début. Ah, c'est sûr, non, c'est vrai que c'est pas simple à aborder. Ouais. Tu te dis, parfois il y a des tels écarts sur ce premier sport. Et comme tu dis, il y a vraiment le chasseur et le chassé, et c'est un peu différent. Et toi, en fait, c'est à quel moment où tu te dis, ok, finalement, tu vois, tu as tout de suite eu, c'est ce que tu nous partages, cette volonté de passer d'amatrice à professionnel pour aller se confronter aux meilleurs. On se rend compte que quand tu parles des championnats du monde aussi, tu aimes bien ce fait qu'il y ait une densité. Ta logique quand tu te professionnalises, c'est de courir sur le circuit pro, prendre de l'expérience. Tu cours, tu vois, comme certains amateurs, même comme certains professionnels, pour aller chercher justement les qualifications au championnat du monde, tu vois, comme on en parlait un petit peu en off.
comment tu abordes et comment on structure une saison quand c'est sa première saison professionnelle, même si j'ai bien compris que la première saison a été un peu particulière pour toi avec le Covid, mais après la suite, c'est quoi un petit peu ton schéma logique que tu as mis en place? Moi, du coup, j'ai toujours un peu été attirée par les courses Ironman, par ce label-là, parce que les premiers triathlons que j'ai vus, c'était Ironman, le Mid, c'était Hawaï, donc c'est plutôt le label qui m'attirait. Donc en 2021, j'ai décidé de faire l'Ironman de Dubaï, le 73 de Dubaï, qui était en mars, donc là, c'était super tôt. En plus, à cette époque-là, je m'entraînais plutôt à la maison, enfin ici, et pas à La Réunion. Donc j'étais pas super acclimatée à la chaleur, tu vois, en mars. Donc ça s'est pas soldé par une super course au global, mais j'étais sortie dans le groupe de tête en natation et j'avais fait un super temps vélo. C'était le record de France sur la distance à l'époque, je sais pas si ça l'est toujours, c'était 2h14. Donc ça fait à peu près 40 de moyenne, c'était quand même cool. Et j'avais souffert sur la course à pied avec la chaleur. Et cette course, du coup, elle m'avait plutôt globalement déçue, tu vois. Mais en fait, à ce moment-là, il n'y avait pas une construction de saison au global, tu vois. C'était, je veux courir sur le label et puis je veux prendre de l'expérience. Donc, Dubaï, c'était une expérience, en fait. Hein, que ce soit positive ou pas, t'apprends des choses. Et après, j'ai décidé de faire le 73 des Sables d'Olonne. Donc, fin juin, début juillet. Et là, ça s'est super bien passé, même mieux que prévu. Parce que du coup, j'ai terminé 2e. C'était mon premier podium en pro. Et je me suis qualifiée pour les Mondiaux 73 qui avaient lieu à Saint-Georges en fin d'année 2021. Et là, du coup, c'était un peu une surprise. C'était pas trop attendu. C'était génial. Et j'ai fait vraiment une super course, tu vois, qui reste un super souvenir. Et du coup, à partir de là, j'ai orienté la deuxième partie de ma saison pour préparer ces Mondiaux 73 à Saint-Georges. Et par contre, c'est là un peu après cette première année, parce que voilà, on disait 2020, ça a pas vraiment, il n'y a pas eu de course. Là, c'était une première année un peu la vraie sur le label Ironman 73. Et donc là, en fin d'année 2021, je réfléchis, je me dis, ok, qu'est-ce que c'est l'objectif l'année prochaine? Ok, là, cette année, j'étais au Mondiaux 73, l'année prochaine, je vais y retourner. Pas possible que j'y aille pas. Donc là, j'ai axé ma saison 2022 sur prendre la qualif. La qualif 73 pour les Mondiaux qui étaient encore à Saint-Georges en 2022. Ça a été 2 fois de suite. Donc ma première course de la saison, c'était Aix. Mais Aix qui s'est pas très bien passé. Et en fait, j'avais en tête de faire l'Ironman 73 de Kresgo, qui était en Allemagne, une semaine après Aix. Et du coup, quand Aix s'est mal passé, je me suis dit, ok, stop, j'arrête. Donc c'était mon premier abandon sur le long, quoi. C'était un peu bizarre comme décision, j'avais du mal à décider. J'ai décidé d'abandonner. Et du coup, la semaine d'après, je suis allée en Allemagne. En gros, l'idée, c'était de ne pas me fatiguer alors que j'étais complètement out. Et en Allemagne, je termine 3e. Donc, 2e podium en pro. Et je prends la qualif pour les Mondiaux à Saint-Georges. Et à partir de là, j'ai fait une autre course. Parce que l'idée, c'était de continuer à courir, tu vois, prendre de l'expérience. Donc, j'ai fait le 73 de Varsovie en Pologne au mois de juin. J'ai fait 2e aussi. Donc, du coup, là, ça commence à devenir concret, tu vois, ça fait plaisir. J'en suis à 4 podiums sur 73, 2 qualifs pour les championnats du monde. Et après, là, j'axe la deuxième partie de saison sur les Mondiaux qui étaient, je crois, septembre ou octobre. C'est ça. Fin d'année. Et après, fin d'année 2022, je me dis, ok, c'est quoi maintenant l'objectif? Parce que, tu vois, moi, j'ai plus tendance à avoir envie de suivre mon entraîneur, tu vois. Et lui me dit, non, mais je vais pas choisir d'objectif à ta place, il faut que ça te motive. Et moi, je dis, je sais pas, moi, dis-moi ce que je dois faire, tu vois, je suis plus dans ce genre-là. Et donc, au fur et à mesure, j'ai appris, parce que j'étais quand même jeune, enfin, tu vois, en 2021, 21 ans, fin d'année 2022, 22 ans, j'ai pas beaucoup d'expérience. Je me dis, ok, qu'est-ce que j'aimerais faire? Et en fait, j'ai toujours eu un peu dans un coin de ma tête. Je retourne au JO. Non, de faire un full, de faire mon premier full. Et donc, du coup, fin d'année 2022, je me dis, ok, en 2023, je crois que j'aimerais bien faire un full Ironman. En fait, j'hésitais déjà à le faire en fin d'année 2022. T'as des Iron en fin de saison, du genre l'Arizona, Cozumel. Mais je m'étais dit que c'était peut-être pas raisonnable de faire un premier full, tu sais, avec vite fait une prépa en fin d'année de 2 mois, quoi. Donc, j'avais un peu pris la décision de la sagesse de repousser à 2023. Et 2023, j'ai pas fait un super début de saison en mai-juin, c'était vraiment pas top. Et puis en fait, je me suis dit, j'en ai marre, je fais en brun. Du coup, fin juin, juste avant la fermeture, tu vois, des inscriptions, je m'inscris en brun. Je pars faire la Roco toute seule, en 2 jours, je l'ai fait. Une première boucle, tu vois, de 90 bornes un jour, et le lendemain, la deuxième partie. Je crois que si on cumule mes temps sur les recos, ça fait un truc genre 8h30, enfin un temps vélo qui n'était pas du tout encourageant. Mais moi, je m'étais un peu acharnée. Et en gros, si tu veux, mon entraîneur, il me disait, non mais là, ça va mal se passer. Hein. T'es mal barré là pour Embrun, parce que j'étais vraiment pas à un bon niveau de forme. Je me suis un peu entêtée, tu vois, à me dire, si, non mais là, j'ai décidé ma course. Voilà, j'y vais. Et puis en fait, Embrun, ça s'est super bien passé. Je sors de l'eau première, je garde la tête de course toute seule en vélo jusqu'au pied de l'Isoire, jusqu'au kilomètre 100 à peu près. Il y a Jeanne Collonges qui me rattrape dans l'Isoire.
Moi, en fait, le premier triathlon que j'ai vu, c'était l'Ambraman. Donc, il est un peu mythique pour moi. Et il a beaucoup de valeur sentimentale, tu vois, à mes yeux. Et Jeanne, c'était une fille qui gagnait déjà quand moi, j'étais gamine. Donc, c'était un peu une idole, tu vois. Et je me dis, waouh, je suis en train de faire la course avec Jeanne Collonges. C'est trop génial. Je pose le vélo deuxième. Et puis, il y a Emma Biam qui me rattrape sur le marathon. Mais je termine troisième. Ouais. Et en fait, j'ai vécu une journée mais extraordinaire. Et j'ai adoré. Okay. Donc, à partir de là, je me dis, OK, il n'y a pas que les 73. Il y a aussi les foules. Et en fait, j'aime les deux. Et là, tu vois, vraiment, l'idée du court distance et des jeux, c'est bon, c'est fini. J'ai vraiment choisi de faire carrière là-dessus. Puis après, on arrive à la saison 2024. Je sais pas si tu veux que je raconte toutes les saisons. On va y arriver parce que 2024, justement, je voulais faire un focus sur justement ce longue distance et ce record justement à Hambourg, qui est une course pour le coup vraiment avec un vélo rapide. Oui. Comment tu abordes cette course? Parce que là, tu viens de faire Embrun, on voit que la bascule a s'est faite, tu es à ta finalement 4e saison, on va dire, en pro. Comment tu abordes cette course? Est-ce que tu sens quelque chose de différent en toi à l'approche de la course par rapport aux autres ou pas? Pas vraiment. En fait, j'étais un peu dans le flou parce que j'ai fait Embrun, mais tout le monde dit qu'il est un peu atypique, il est hors circuit, il a un parcours vraiment montagneux, il est un peu différent. Et je me dis, et si Embrun, j'avais juste eu de la chance et qu'en fait... me faire tuer en gros. Moi vraiment je me disais mais qu'est-ce que ça va donner, c'est un parcours plat, qu'est-ce que t'en sais que tu t'es roulé 180 bornes vite, tu l'as jamais fait, toi t'as fait l'Isoire, ça n'a rien à voir. Donc tu vois, je me disais vraiment, je savais pas trop sur quoi me projeter. Et dans la prépa d'Hambourg, j'avais fait le 73 de Majorque qui s'était pas super bien passé, c'était pas une super course. Et après j'avais fait Aix, qui par contre Aix s'était bien passé. Et là j'avais fait une bonne natte, un bon vélo où je m'étais barrée, je m'étais échappée, j'avais posé première à T2 et le semi s'était bien passé au début mais pas trop sur la fin. Tu vois, il y a quelques petits éléments qui sont encourageants, mais du coup avant Hambourg, moi j'étais un peu dans le flou parce que je me disais calmos, hein, t'as fait qu'un seul full, qu'est-ce que ça va donner? Donc j'en attendais pas grand chose et il y avait une grosse start list. Donc je m'étais dit, tu sais, j'essayais un peu de savoir quel temps je pouvais faire sur un Ironman. Donc tu sais, en calculant, quoi, t'additionnes ton temps que tu penses faire en natation, vélo, course à pied. Et je me disais, bon, faut que j'aille faire entre 9h30 et peut-être 9h. Mais bon, si ça se passe mal, je vais peut-être me rapprocher des 10h, tu vois. Et puis en fait, je fais 8h34. Genre, incroyable. Mais la course s'est super bien passée. Bon, après, je nage devant, mais ça, du coup, c'est un peu normal, on va dire, tu vois. Donc, je sors de l'eau avec Fenella Lengrich, qui est une autre bonne nageuse. Et en vélo, elle se barre rapidement, j'arrive même pas à suivre. Donc, je me dis, mince, waouh, je suis pas au niveau et tout. Donc, c'était même plutôt décourageant, la première partie du vélo. Et en fait, il y avait 2 tours à faire. Et au bout de 90 bornes, je vois le temps total et la vitesse. Je me dis, punaise, mais on est en train de rouler sacrément vite, là. En fait, c'est bien ce que je suis en train de faire. Donc, ça m'a un peu encouragée. Et j'avais en tête le record de France en vélo. Et je me suis dit, waouh, mais si je roule pareil au 2e tour, je peux aller chercher le record. Donc moi, j'étais juste focus sur, vas-y, roule fort, au moins tu auras le record de France vélo, quoi. Et puis en fait, je pars en course à pied, j'ai des bonnes jambes, je me sens vachement bien. Je me dis, génial, il va passer vite ce marathon si tu te sens bien. Et il y avait même du coup Fenella Lengrich qui était devant, mais un peu en train de craquer. Je me dis, mais en fait, je peux peut-être aller la chercher et tout. Enfin, tu vois, j'étais dans une bonne dynamique. Et je vois mon temps de passage au semi aux alentours d'1h30. Je me dis, génial, 1h30 plus 1h30, ça fait 3h. Bon, allez, au pire, 3h05, 3h10, tu vois. Mais je me dis, ça va, je suis en train de faire un truc cool. Et en fait, à ce moment-là, je me concentrais juste sur faire un bon marathon, quoi. Tu vois, la dernière partie qui me restait à faire. Et je pensais pas au temps total. Et en fait, en passant l'arrivée, moi, je n'ai pas du tout calculé mon temps total. Ouais. Et c'est quand j'ai terminé que j'ai vu que j'avais fait 8h34 03 et je me dis, oh, mais c'est le record. Mais en fait, je savais pas, tu vois, pendant la course. Donc, c'est particulier parce que, tu vois, je savais pas trop quoi en attendre. Ouais. Et ça a été une bonne surprise, ça s'est super bien passé. Et à partir de là, je me suis dit, bon, ça va. 2 Ironman, les 2 sont bien passés. J'ai pris la qualif pour Nice, du coup, pendant Hambourg. Donc je me dis, allez, go, maintenant, je peux peut-être faire d'autres full Ironman. En tout cas, ça me plaît bien, quoi. Ouais, clairement. On parlera de Nice aussi, justement. Tu en avais pas mal parlé aussi sur tes réseaux sociaux. On fera un point sur la partie communication qui fait partie aussi de ce métier, qui est assez complet. Mais justement, dans toute ton approche, on voit, donc j'adore faire ce retour sur le podcast qu'on est en train d'enregistrer, mais tu vois, on voit vraiment l'aspect performance, l'aspect compétition, etc. Et moi, j'avais décidé de faire un focus sur justement ce record à Hambourg. Mais finalement, tu parles beaucoup de courses qui sont super bien passées et d'autres, tu dis qui sont un peu moins bien passées. Comment t'expliques? Est-ce que tu arrives à mettre du sens sur pourquoi il y en a une qui se passe moins bien que d'autres, ou est-ce que c'est des pics de forme dans la saison?
T'arrives à prendre du recul sur ça? Ouais, alors il y a des courses où je sais d'office que je vais pas être en forme parce que comme tu dis, c'est pas un pic de forme, je suis plus en période d'entraînement. En gros, ça c'était un peu le cas des 2 courses dont j'ai parlé en 2024, Majorque et Aix. Ouais. En fait, elles étaient en prépa d'Hambourg. L'idée c'était de mettre des dossards parce que souvent la première de la saison c'est un peu spécial, mais en gros de mettre des dossards et de se servir de ces 73 pour faire de l'intensité. Mais par exemple, 3 jours avant Aix, le jeudi, je suis allée rouler 180 bornes, j'ai fait une longue sortie parce que l'idée c'est d'accumuler le volume pour Hambourg. Donc forcément, si tu roules 180 bornes 3 jours avant, tu sais que tu n'es pas au top de ta forme, donc tu n'en attends pas les mêmes choses. Donc, ou le soir d'Aix ou le soir de Majorque, je retourne courir 1h30 le soir pour rajouter du volume. Le matin, je fais le semi pendant la course, le soir, je rajoute du volume. Voilà, tu vois, c'est. Ouais, donc en fait, quand tu dis que ça s'est pas bien passé, c'est que finalement la course, c'est parce qu'il y a le dossard, mais finalement, c'est que tu le vois. Tu l'abordes pas comme une course avec un affûtage. Voilà, c'est ça, il n'y a pas d'affûtage, des choses comme ça. Donc d'un côté, j'en attends pas le meilleur. Mais quand je dis que ça s'est pas super bien passé, c'est que en termes de watts, tu vois, je pense que j'aurais pu faire 10 watts de mieux. Voilà. Je suis pas super satisfaite, mais il y a des trucs à en tirer quand même. Et de toute façon, ces courses-là, elles servent plus d'entraînement, un peu comme tu dis. Et après, à l'inverse, il y a des courses où des fois, tu as envie que ça se passe bien et ça se passe pas bien. Alors, faut des fois l'analyser, savoir est-ce que tu as tout fait comme il faut sur l'entraînement, est-ce que tu as géré la récup comme il fallait. Après, il y a aussi l'aspect des fois un peu mental. Est-ce que tu étais dedans mentalement? Est-ce que tu n'y étais pas? Comment tu t'es senti? Voilà, on traverse tous différents moments, différents états d'esprit pendant les courses. Et au fur et à mesure, tu apprends en fait, à le gérer et à essayer d'y faire face. Mais il y a toujours des fois où tu y arrives plus ou moins bien. Donc, en fait, il y a plein de facteurs qui peuvent faire qu'une course va être ratée. Ouais, c'est sûr. Tu parles de la partie mentale. On voit que tu disais que ça faisait partie de tes progressions en étant accompagné. Et tu te dis, wow, c'est impressionnant cet aspect-là aussi. Toi, tu as ressenti le besoin de te faire accompagner ou c'est une branche, tu l'avais mis dans le cercle de la performance et tu t'es dit, quand j'aurai le temps, j'irai activer cette branche? En gros, c'est un peu ça. Et ce que tu dis, le cercle de la performance, ça me fait un peu penser à ce que j'ai passé le diplôme d'État, le DGEPS triathlon. Ouais. Et tu sais, on doit beaucoup se pencher pendant ce diplôme. Et puis j'étais en STAPS aussi. Donc, tu vois, ça se rejoint un peu. Et en fait, tu as un exercice, des fois, c'est analyser tous les facteurs de la performance. Qu'est-ce qui rentre en jeu pour qu'un athlète soit fort? Et puis, au début, tu penses à l'entraînement, tu penses à la nutrition, tu penses au sommeil, au stress, etc. Et en fait, l'aspect mental, il joue aussi. Et du coup, comme tu dis, c'est un peu un truc que j'avais, pas sur ma to-do list des choses à faire, mais un peu dans ce genre-là, ok, tous les facteurs de la performance, il y a la prépa mentale, ça en fait partie. Donc, j'ai décidé, je pense que j'ai commencé en 2021, la prépa mentale, tu vois, quand je me suis dit, ok, là, je veux faire des courses en pro, je veux continuer à progresser, je veux essayer d'améliorer tout ce qui peut être amélioré. Et c'est là que j'ai commencé à intégrer la prépa mentale, tu vois, pas dans mon entraînement, parce que en fait, c'est un entraînement, mais pour moi, ça, c'est pas dans ta planif, tu vois, mais c'est un truc que tu fais sur le long terme et qui... Ouais, au final, ça te prend quand même de l'énergie malgré tout, quoi. Ça prend quand même de l'énergie, mais au début, tu fais confiance à la personne qui t'accompagne. Et après, en fait, tu deviens beaucoup autonome parce que tu t'analyses tout seul et des fois, tu trouves des problématiques ou des réponses à des questions que tu vas découvrir tout seul, en fait. Donc, j'aime bien cette démarche où, du coup, c'est un peu chiant d'un côté, tu te dis merde, mais je m'auto-analyse tout le temps parce que tu dis, ok, là, je suis en vélo, je pense à ça. Pourquoi je pense à ça? Ah oui, mais il faut pas que je pense comme ça. Et en fait, tu trouves les réponses et ça avance, ça suit un rythme où ça avance tout le temps au final. Et je pense que ça, par contre, que ce soit pour les amateurs ou pour les pros, c'est quelque chose de cool et d'important à mettre en place. Okay. Même pas forcément pour le sport. Limite, j'ai envie de dire, dans la vie de tous les jours, t'as forcément des gens qui ont des pensées négatives, des trucs qui les stressent et tout, et ils pourraient les mettre à distance et vivre un peu autrement, quoi. Et sur des moments comme ça, comme tu le dis, la partie mentale t'aide dans l'effort. Tu nous as déroulé toutes tes saisons au fur et à mesure et on se rend compte de l'impact que tout ça peut avoir sur ton quotidien, sur les remises en question, etc. Et je t'ai coupé avant les mondes de Nice, justement pour faire une petite bascule sur la partie mentale et après aller sur les mondes. Quand tu arrives sur les championnats du monde à Nice, du coup, tu fais l'Embrunman, tu fais Hambourg, tu te sens, je pense, en confiance sur ce format. Comment tu abordes Nice? Est-ce qu'il y a une pression supplémentaire et est-ce que tu peux raconter un petit peu la course à nos auditeurs? Ouais, carrément. En fait, déjà, je pense que mon avis aujourd'hui va être différent de si on me l'avait demandé avant la course ou 15 jours après.
parce que là j'ai forcément pris beaucoup plus de recul. Si on m'avait demandé avant la course, est-ce que tu as beaucoup de pression et tout, j'aurais dit non, franchement je suis trop contente, je cours à domicile, je viens de faire 2 bons Ironman, j'ai rien à perdre, j'ai rien à prouver, j'ai pas de pression, je connais le parcours, je suis chez moi, c'est trop cool. Et en fait maintenant avec le recul je me rends compte que je me mettais une pression justement pour ces raisons-là, parce que en fait j'avais envie de faire bien à domicile, j'avais envie de réussir et de continuer à prouver des courses du même niveau d'Embrun et d'Hambourg. Et je pense pas que ça soit ça qui ait fait que la course soit pas très bien passée, parce que en fait j'ai été malade et la veille au restaurant j'ai voulu manger des pâtes. En fait c'est des pâtes fraîches et je sais même pas si j'ai pas juste été malade à cause de ce que j'ai mangé la veille. Enfin bon, petite parenthèse, mais en fait il y a plein de choses qui ont fait que la course s'est pas forcément bien passée à Nice. Il y a aussi le fait que championnat du monde, plein de gens qui regardent, t'as une pression différente et t'as une envie de bien faire qui est encore plus grosse. Et je pense que j'ai pas forcément non plus super bien géré ma course. J'ai kiffé la montée du col de l'Aicre, mais j'ai peut-être pas été assez raisonnable. En fait, j'ai mis plus de watts que ce que j'aurais dû, parce que moi, ça me faisait kiffer. Je me disais, je suis en train de remonter et tout. Je bascule, je crois, en haut de l'Aicre. Je crois que je suis 4e ou 5e. Je me dis, ouais, c'est génial, t'es 4e ou 5e du championnat du monde et tout. Et en fait, les autres derrière, moi, j'ai 24 ans quand je fais ça. Il y en a d'autres derrière en pro, la moyenne d'âge, c'était 34 ans, je crois. Je pense que les filles derrière, elles 35 piges, elles vont me dire, mais qu'est-ce qu'elle fait, elle? Mais elle va péter. Bah oui, du coup. Tu vois, la sagesse et l'expérience que j'ai pas forcément, et c'est plein de choses mises bout à bout comme ça qui ont fait que la course s'est pas bien passée. Mais après, avec le recul, ce qui est fou, c'est que tu vois, t'as des courses où t'en attends beaucoup, ça se passe mal, t'es effondré psychologiquement et tout. Puis Nice, au final, ça m'a pas tant du tout fait de mal psychologiquement. En fait, je l'ai accepté. Je me suis dit, ouais, j'ai raté ma course, j'ai été malade. Mais tu vois, la course à pied, il y en a plein qui ont abandonné, des filles, parce que sur un full, t'as plus d'abandon. T'en as qui se blessent aussi. Il y en a une qui s'est déchiré le mollet, etc. Il y en a qui sont tombés en vélo. Mais moi, je me suis dit, non, je veux finir. J'ai pas envie d'abandonner. Donc, en fait, j'ai mis 4 heures à faire le marathon. Donc, c'était vraiment pas bon pour ce que j'aurais dû faire. Mais je voulais quand même finir. Donc, en gros, j'étais plus contente après la course de m'être bougée pour finir et de m'être contraint à finir et d'être allée au bout malgré tout, que la déception en elle-même que la course soit mal passée, tu vois. Donc au final c'est pas un si mauvais souvenir. Enfin oui, la course j'ai pas kiffé, franchement, être malade sur le marathon, s'arrêter aux toilettes, mettre 4 heures à finir et tout, non, ça m'a gonflé. Parce que tu te dis quoi là, au moment où t'es dans le mal et tu te dis, de toute façon c'est ce que tu dis, tu cours pour le finir parce que t'en peux plus, alors que auparavant tu courais pour montrer ton vrai niveau, alors que là tu sais que t'es hors scope. Tu te dis quoi, comment tu fais pour continuer? Tu vois, nos amateurs, ils ont aussi ces contraintes-là. Des fois, ils se disent je finirai jamais. Et c'est leur objectif de l'année, donc ils ont envie de le finir. C'est quoi les clés un petit peu? Je pense que pour les amateurs ou les pros, là, il y a un petit truc qui va différer, c'est la pression et l'attente. Entre guillemets, un amateur, s'il met 1 heure de plus que prévu, ça va plus passer inaperçu qu'un pro, tu vois. Les pros, tout le monde va plus regarder leurs résultats, il y a plus d'attente, que ce soit les gens qui suivent, les sponsors, même les adversaires, des choses comme ça. Donc moi, ce qui a été plus dur à accepter à Nice, c'était un peu ça, tu vois. C'était de me dire, putain, mais là, les gens, ils vont dire, mais qu'est-ce qu'elle fout? T'as cru 4 heures, c'est nul et tout. Et c'était plus ça qu'il a fallu que j'efface de ma tête pendant la course et me dire, non, mais là, tout ça, je m'en fous. Moi, je finis pour moi, parce que moi, j'ai décidé que j'irai au bout aujourd'hui. Et donc, en fait, je me suis un peu mis dans une bulle, tu vois, de me dire, ok, là, franchement, le regard des autres, tu t'en fous. Parce que je me suis pris un tour par la tête de course. Enfin, tu vois, des trucs comme ça qui sont durs après, je venais pas pour gagner les championnats du monde à Nice. Je suis pas non plus débile, mais je sais qu'en pro, juste avec une course à peu près complète, même avec un vélo qui était pas ouf au final ce jour-là, là où je pose le vélo, si j'avais juste couru 3h15, donc un peu moins bien qu'à Hambourg où j'avais couru 3h08, je faisais top 15. Moi, ça m'aurait largement suffi. Sauf que, j'ai fait telle et telle chose qui ont fait que j'ai pas pu le faire ce jour-là. Et en fait, accepter ces 45 minutes de plus, sur le moment, c'est pas facile parce que t'as des concurrentes. Tu te dis, merde, elles vont y arriver à faire top 15 et moi non, alors qu'à telle course, je les ai battues. Et les gens, ils vont penser quoi? Et t'as plein de choses comme ça qui peuvent te parasiter. Et au final, il faut se rappeler qu'à la base, tu fais ça pour toi. Et moi, pour moi, j'avais dit non. Je finis. Un peu têtu, tu vois, mais puis en plus, après, t'as un discours interne où t'es un peu en train de te battre contre toi-même parce que t'as une partie de toi qui dit bon, allez, on finit. Puis l'autre qui dit oh non, mais t'es malade ou quoi? On a fait 10 bornes, il en reste 30, tu marches, comment tu veux qu'on finisse et tout? Et en fait, tu te bats un peu avec toi-même en mode non, tais-toi, on y va, non, on peut pas, c'est pas possible. Et ça, je pense que tout le monde le vit un peu, tu vois, sur Ironman. Ce truc où t'as l'impression qu'il y a une partie de toi qui dit non, mais jamais de la vie, c'est mort. Et une autre partie un peu têtue qui dit si, allez, on y va. Bon, au final, t'as été jusqu'au bout.
Oui. Donc, il y a la partie de toi qui a dit Voilà. on va y aller. Mais comment derrière, la partie récupération et tout, parce qu'il me semble que tu reprends un dossard après les mondes pas longtemps au final. Ouais, après. Comment tu récupères En fait, d'une course comme ça? je savais pas trop quoi faire. J'ai fait presque une petite semaine off. Mais au final, mentalement, ça allait pas si mal. Comme je te dis, j'étais plutôt contente de m'être obligée à finir. Et puis après, j'avais décidé de faire un triathlon, un ou deux petits triathlons régionaux. Il y avait un triathlon sprint à côté de chez moi. J'ai fait le Bayman, un format half au Mont-Saint-Michel. Et après, en fait, j'ai eu la surprise d'avoir une wildcard pour faire un Tessan. Donc du coup, là, j'étais super contente. Première wildcard, c'est super compliqué de rentrer sur les Tessans. Il n'y a que 20 places. Donc je me suis dit, ça se refuse pas. C'est une opportunité en or, il faut la saisir. Donc j'ai décidé d'aller au Tessan qui était à Las Vegas. Ça, c'était en octobre. Sauf qu'en fait, c'était juste après le triathlon du Mont-Saint-Michel où j'ai chopé un rhume, j'étais malade. Donc je suis allée sur le Tessan, pas dans la meilleure des formes, mais je voulais quand même profiter de cette chance de pouvoir faire cette course un peu quand même dure d'accès. Ouais. Voilà, pour les pros, c'est quand même chaud de courir là-dessus, avec le nombre de dossards qui est limité et les athlètes en contrat qui sont prioritaires. Donc j'ai fait ce Tessan. Et après, j'avais en tête de faire peut-être l'Ironman de Cozumel, qui était au mois de novembre l'année dernière, du coup. Et là, j'ai pas mal hésité parce que du coup, sur le Tessan, j'ai pas fait une bonne course. Bon, c'était logique. Un mois après Nice, plus beaucoup d'entraînement parce que j'ai pas remis un gros volume. Malade, c'était pas ouf. Et j'ai pas mal hésité. Est-ce que je tente Cozumel? Est-ce que j'arrête ma saison? J'ai dit non, allez, go, je tente Cozumel, on y va. Donc j'ai un peu essayé de faire une prépa de dernière minute, mais vraiment c'était un peu brouillon. Mon volume, mon kilométrage, il est ridicule. Et c'était. Là encore une fois, on n'était pas trop d'accord. Moi et mon entraîneur, il m'a dit non, mais là, ça va mal se passer. Hein. Là, t'as pas assez d'entraînement, tu vas prendre cher. Hein. C'est toujours dans ces moments-là où en fait tu réussis. Ouais, je sais pas. Bah, oui, quoique. Si je commence à trop croire ça, après, je vais aller dans le mur. Non. Mais tu vois, du coup, je me suis dit allez, je tente, j'ai rien à perdre. Au pire, je me ferai plier, c'est pas grave. Et puis si ça se passe bien, je serai qualifiée un an avant. Et puis au final, ça s'est bien passé. Donc je termine 4e, mais la course, ça s'est bien passé. Franchement, je sors première de l'eau, je roule, je crois que je pose 2e à la fin du vélo. Et puis le marathon, je me suis rapidement concentrée sur moi. J'ai rapidement été 4e, mais je savais qu'il y avait 5 slots. Donc il fallait juste me concentrer sur moi, sur ma course. Au final, je fais 8h59, donc j'arrive même à faire sub 9 dans un parcours un peu dur avec la chaleur, l'humidité. Ce qui m'intéressait aussi, c'était que c'était une course un peu similaire de ce qu'il y a à Kona, à Hawaï. Et je me suis dit, comme ça, je me teste dès la fin d'année 2024, voir ce que ça donne sur une course sur une île, humidité, chaleur, beaucoup de vent en vélo aussi, tu vois. Et au final, c'est bien passé, je prends le slot. Et du coup, c'est ce qui m'a permis, là, cette année, de construire ma saison 2025 complètement librement, sans avoir la pression de devoir aller chercher la qualif. Et je voulais faire parce que là, on voit vraiment la partie plaisir. Tu cours beaucoup quand même. Tu fais pas mal de courses, beaucoup d'entraînement. Tu dis que tu vis ta passion et ça te fait plaisir. Et tu vois, il y a vraiment cette partie-là où moi, c'est aussi le message que je veux passer aux auditeurs. J'aime bien montrer la face cachée, aussi les enjeux. Tout ce qui est un peu plus compliqué, les remises en question, est-ce que je vais en vivre de ce sport, est-ce que je dois faire quelque chose à côté, etc. Est-ce que toi, tu as vécu ces moments-là? Est-ce que financièrement, c'est facile de vivre de ce sport? Est-ce qu'il y a des grosses périodes de doute dans l'entraînement quand tu passes pas des choses? Comment tu abordes toutes ces parties un petit peu plus, j'ai envie de dire, négatives? Ouais, carrément. Je pense que c'est bien d'essayer de soulever un peu ce point parce que c'est vrai que tout le monde a tendance à s'imaginer que c'est tout beau, tout rose et que c'est trop génial d'être triathlète pro. Mais déjà, il n'y a pas beaucoup de gens qui arrivent à bien en vivre. En fait, j'ai l'impression que t'en as qui en vivent super bien, mais voilà, ils peuvent arrêter de travailler maintenant, ils auront fini leur vie, ils ont déjà tout ce qu'il faut. Et d'autres, en fait, c'est super instable et du jour au lendemain, tout peut s'arrêter. Ouais. Donc c'est vrai que ça, c'est bien de le mettre en lumière. Du coup, il y a plusieurs questions dans ta question. Ouais. Donc, est-ce que déjà il y a des périodes de doute? Ouais, ça, il y en a tout le temps. Okay. Tu te remets tout le temps en question parce que des fois, toi, tu fais un super hiver à l'entraînement, par exemple. Tu t'imagines que voilà, ça va passer un cap sur les premières courses. Et puis, première course, les autres, ils ont progressé encore plus que ce que toi, tu as progressé. Donc là, waouh, grosse remise en question. Tu te dis, merde, mais qu'est-ce que j'ai mal fait? Qu'est-ce que j'aurais pu faire? Voilà, qu'est-ce que j'aurais dû faire autrement? Ou quand il y a des courses qui se passent mal, moi c'est le cas là cette année, ma première course de la saison, l'Ironman du Texas, il s'est mal passé, mais vraiment mal passé. Et direct après, c'est grosse remise en question.
Qu'est-ce que j'ai fait de mauvais? Qu'est-ce que j'ai raté dans l'entraînement? Est-ce que j'ai mal géré la récup? Qu'est-ce que j'ai pas bien fait? Est-ce qu'il y a des choses à changer sur mon matériel? Enfin, tu vois, tu remets tout en question, tout. L'entraînement, la récup, le matos, la prépa mentale, la nutrition. Tu te questionnes vraiment sur la totalité du truc, alors que des fois, c'est juste un détail qui a bugué, mais toi, tu questionnes tout. Okay. Donc ça, je pense que ça arrive vraiment à tout le monde. Après, moi, ça avait été aussi un peu le cas sur la partie course à pied, parce que j'avais fait un super semi sur mon premier podium au Sable d'Olonne en 2021. J'avais couru à 3,59, donc ça fait 1h24, 1h25. Et puis après, j'arrivais plus jamais à le refaire. Mais plus du tout. Et sans comprendre pourquoi. Mais du coup, mes semis, ils étaient pourris. Enfin, genre, je courais 1h29, 1h30. Un truc vraiment loin, alors que je m'entraînais mieux, je m'entraînais plus régulièrement. Enfin, tu vois, je mettais des choses en place et la course à pied, elle était vraiment pas au niveau. Et en plus, pas au niveau de ce que je faisais à l'entraînement. C'est-à-dire qu'à l'entraînement, j'avais progressé et en course, il y avait carrément une régression. Okay. Et je comprenais pas pourquoi. Et tu vois, là, sans savoir pourquoi, la semaine dernière, sur le challenge Cesenatico en Italie, hop, c'est bon, j'ai refait une course à pied du même niveau. Alors que ça fait 3 ans que j'y arrive pas. Okay. Et tu vois, ça, c'était une remise en question. On se disait, mais merde, à l'entraînement, qu'est-ce qu'on fait mal? Est-ce que c'est parce que avant tu t'entraînais plus lentement? Parce que du coup, je m'entraînais plus lentement en 2021, parce que, entre guillemets, j'avais un moins bon niveau. Donc je me dis, ok, peut-être il faut que je ralentisse à l'entraînement pour m'entraîner comme je faisais en 2021. Ah ouais, mais non. Est-ce que je dois m'entraîner du coup plus vite encore? Est-ce que je dois faire mes footings plus vite? Enfin, tu revois tout en fait. Okay. Tu te questionnes sur tout. Cette phase de remise en question, c'est quelque chose qui est toujours, on va dire, en route dans ton cerveau, tu vois, pour essayer de conceptualiser tout ça. Genre, les amateurs, parfois, avec leur travail, c'est des choses aussi qui ont lieu. Et on a des moments de down, peut-être toute la journée, et on est là à y réfléchir. Toi, ça se conceptualise comment? Est-ce que c'est quand tu es seul chez toi en train d'y réfléchir? Est-ce que c'est quand tu es sur le vélo aussi? Tu penses à ça? C'est plus proche des courses, souvent, parce que je me dis, ok, allez, j'espère que cette course, je vais bien courir. Oh, toujours pas. Et là, redoute. J'en parle du coup avec mon entraîneur. On se dit, merde, mais qu'est-ce qu'on va changer? Ok, viens, cette fois, on change ça. Du coup, allez, go. Là, tu vois, je suis un peu motivée. Ouais. À l'entraînement, je me dis, allez, je change un truc, ça va marcher. Tu refais une course, ça marche pas. Oh, punaise. Et là, tu repars dans une phase de doute, de questionnement. Donc, c'est plus, avant et après les courses. Alors que là, entre guillemets, c'est comme si j'avais trouvé la solution. Preuve que du coup, en fait, depuis tout ce temps, j'en étais sûrement capable, mais juste, j'arrivais pas à le faire. Okay. Est-ce que c'était une question de relâchement? Est-ce que c'était une question de concentration sur ma technique, ma foulée, des choses comme ça? Ouais. Je sais pas. En tout cas, là, entre guillemets, c'est résolu. Donc, voilà, faut refaire pareil ce week-end. On verra dimanche. L'épisode sortira après. Si je refais encore un mauvais semi, merde. C'est surtout qu'il est pas simple non plus. Il est dur à Aix. Ce semi à Aix, mais... Écoute, on verra dimanche. Et justement, cette saison, pour faire un focus là-dessus avant de passer à la FAQ, on va presque arriver à 1 heure d'épisode. Comment, là, aujourd'hui, comme tu le disais avant, la construction du calendrier, tu vois, on l'a vu, l'embrayage d'un coup, tu disais tu voulais courir pour tester sur des lieux, etc. Là, 2025, justement, comment tu l'as construit avec ce label Pro Series, avec l'arrivée de Tessan, comme tu disais, qui parfois distribue... des entrées, comment tu as construit un petit peu cette saison-là? Du coup, en étant déjà qualifié pour Kona dès la fin d'année 2024, je me suis dit que l'objectif principal de la saison, c'était Kona, le 11 octobre. Et après, j'ai choisi de mettre d'autres courses. Et du coup, j'avais envie de jouer le championnat Ironman Pro Series, qui existe depuis l'année dernière et qui compte du coup les 5 meilleures courses, sachant que Kona va compter dedans. Donc en gros, il fallait que je rajoute 4 courses. L'idéal pour ce championnat, c'est quand même d'avoir 3 foules, parce que les foules rapportent plus de points que les 73. Donc j'avais décidé de mettre l'Ironman du Texas, qui était ma première course de la saison, l'Ironman de Cairns, qui est le 15 juin, et Kona. Ça me faisait mes 3 foules. Et après, comme 73, je voulais mettre Aix, parce que facile, à la maison, pratique. Et après, j'hésitais entre mettre Venise, du coup, que j'ai fait il y a 15 jours, ou le 73 de Zell-am-Zee, qui est en Autriche, fin août. Okay. Donc c'était comme ça que j'ai choisi de construire la saison. Et puis au final, en ayant fait la première course de la saison au Texas qui s'est pas bien passée, j'ai beaucoup hésité. Est-ce que je maintiens à Venise? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Finalement, j'y suis quand même allée. Parce que je me suis dit, allez, on verra si ça se passe aussi mal que le Texas ou si c'est mieux. C'était un peu mieux, mais pas encore ça. Et puis après, j'ai eu l'idée du coup de faire le challenge Cesenatico encore en Italie. Et là, je me dis, allez, on va réessayer encore. Imaginons que c'est encore mieux. Et c'était encore mieux. Donc voilà, ça me conforte. Je me dis que l'hiver n'a pas complètement servi à rien et que je suis sur la bonne voie d'essayer de retrouver le truc. Mais en fait, tu as toujours des remises en question. Tu fais un plan, et puis y a le plan A, puis après, il y a le plan A.1, tu changes un peu, puis des fois, tu fous toi la poubelle et tu passes au plan B. Mais là, l'avantage d'être déjà qualifié pour Kona, c'est que dans tous les cas, j'ai ça le 11 octobre. Ouais. Puis après, je mets un peu ce que je veux, j'avise, mais
Là, du coup, j'ai décidé de garder Aix, ça, il n'y a pas de souci. Et je vais faire l'Ironman de Cairns aussi le 15 juin. Okay. Et après, en gros, juillet-août, ça va être une période un peu plus axée sur l'entraînement pour remettre du volume. Parce que c'est bien beau d'enchaîner les courses tous les week-ends, mais au bout d'un moment, après, le niveau de forme, il s'en va. Donc, je vais vraiment remettre l'accent en faisant un stage en montagne. J'aime bien aller en montagne l'été. Ça me permet de faire pas mal de dénivelé en vélo et tout. J'aime bien pour faire pas mal d'aéro, pas mal d'endurance. Et après, du coup, il y aura Kona le 11 octobre. Je pense qu'avant, je mettrai d'autres courses, tu vois, mais plutôt des 1 ou 2 73. Enfin, pas 20 000 courses avant Kona pour être le plus frais possible mentalement à Kona. Bon, incroyable. On voit que ça évolue, comme tu dis, c'est vraiment le process, que ce soit professionnel, amateur, c'est ce qu'on essaye de passer, qu'il y a des hauts, des bas, et que la remise en question est vraiment permanente finalement. On va passer à la FAQ. J'ai sélectionné parce qu'il y a eu beaucoup de questions, donc je m'excuse déjà pour les auditeurs sur lesquels on ne va pas répondre. La première question, c'est de Laure, qui trouve que tu communiques énormément. Quelle est la place aujourd'hui dans ton quotidien de la partie communication avec les vidéos, les posts, tout ce qui se cache derrière? Est-ce que ça, c'est un sujet où tu es accompagné ou c'est quelque chose que tu apprécies et qui te prend peu de temps? Du coup, en fait, depuis le début, j'ai tout fait toute seule. Après, là, depuis cette année, enfin même l'année dernière, on a fait 2 épisodes pour le championnat du monde Ironman à Nice avec un vidéaste pro. Donc là, c'est lui qui filme, c'est lui qui fait le montage. Donc ça me soulage un peu et c'est un contenu qui est quand même plus qualitatif pour les gens, c'est quand même plus agréable à regarder. Donc à part ces vidéos qui sont vraiment faites par le vidéaste pro, je fais tout toute seule. Okay. Donc c'est des photos pendant les entraînements, une vidéo, hop, je fais un petit réel, des trucs comme ça. Après, c'est vrai que selon les périodes de ma carrière, des fois j'ai eu plus ou moins de temps, on va dire, à y consacrer. Donc avant c'était plus facile, maintenant ça devient un peu plus dur. Mais c'est quand même quelque chose qui, à mon avis, est quelque chose d'important dans une carrière. Parce qu'il faut s'entraîner, il faut faire des courses, mais il faut aussi avoir une présence sur les réseaux. Les marques, les partenaires, les sponsors, c'est ce qui leur plaît, c'est ce qu'ils cherchent. Donc j'ai toujours un peu mis l'accent là-dessus parce que ça a un intérêt, c'est important. Parce que ça intéresse des gens aussi. Et même moi, ça me fait plaisir d'avoir des retours de gens qui suivent, qui sont contents, que ça intéresse et qui ont des questions. Et je m'organise pour essayer de poster régulièrement. Après, des fois, quand pendant une semaine, je prends l'avion pour aller en Australie, machin et tout, j'ai moins de temps pour créer du contenu. Donc ça s'adapte un peu à moi, mon planning, mais j'essaye toujours de poster régulièrement. Après, des fois, ça se peut que pendant une semaine, j'ai pas le temps, mais après, je rattrape. Ouais. Et puis l'année dernière, j'ai fait des petites vidéos où j'emmène les gens avec moi sur la semaine de course. Et ça a beaucoup plu, donc je vais continuer à faire ça cette année. Je m'adapte un peu à ce que les gens aiment bien, mais ça leur plaît bien de suivre un peu des genres de petits vlogs, des petits insides. Après, je sais pas si ça répond à ta question. Clairement, ça répond totalement, je pense, à la question de Laure, mais c'est vrai que c'est un engagement, je me rends compte, qui est permanent finalement. Ça prend du temps. Hein, et surtout si tu gères ça presque seul, quoi, sur tous les contenus, quoi. Ouais, ça prend du temps. Surtout, les plus longs, c'est les vidéos de 10-15 minutes quand je raconte ma course. Je fais le montage avec toutes les vidéos que j'ai prises. Des fois, il y en a 100, 150. Je les coupe, je fais la voix off, je fais les sous-titres. C'est vrai que c'est long. Mais c'est cool aussi de voir que ça plaît aux gens. Donc moi, ça me motive à continuer. Des fois, quand je me dis j'en ai pour 3 heures avant la vidéo. Allez, courage, on y va. Go. Les vidéastes qui sont là se disent nous on comprend. Moi, je comprends pas. Je suis jamais derrière en production. Une question de qu'est-ce qu'on va sélectionner, parce qu'on a répondu à quand même pas mal de questions. Une question de Lucas. Comment es-tu accompagné d'un point de vue staff aujourd'hui? Donc, il a mis préparateur physique, préparateur mental, nutritionniste, etc. Quelles sont les expertises qui t'entourent? Ouais. Alors du coup, depuis le début, j'ai le même entraîneur de triathlon. Donc moi j'ai fait le choix de jamais remettre ça en question parce que en fait c'est mon entraîneur mais c'est aussi mon copain et pour moi en fait on est depuis le début que j'ai commencé le triathlon avant même de vouloir être pro, carrière, etc. On fait un peu une équipe, un binôme et pour moi c'est super complémentaire parce que il me connaît mieux que personne, il a 10 ans on va dire de recul d'entraînement. Et ça m'aide beaucoup. Donc ça, c'est pour moi le truc principal parce que ça reste quand même lui qui gère tous les entraînements. Après, cette année, on a voulu compléter l'équipe avec un préparateur physique. Okay. Donc, du coup, depuis ma prépa hivernale, j'ai aussi un préparateur physique qui, lui, va me donner des séances de prépa physique et de muscu, alors que mon entraîneur, lui, va gérer natation, vélo, course à pied.
Après, on a refait appel à mon ancien entraîneur de club de natation cette année pour qu'il fasse avec mon entraîneur, on va dire, de triathlon, les séances natation. Comme ça, je m'endors pas et je remets des séances un peu dures en natte. Et après, dans le reste de l'équipe, j'ai eu un suivi en prépa mentale pendant 2 ans. Là, j'ai arrêté. Je pense reprendre peut-être avec une autre personne parce que des fois, selon l'interlocuteur, tu as une approche différente aussi. Ouais. Donc, j'ai eu quelqu'un qui me suivait en prépa mentale. Après, comme je disais, j'avance encore beaucoup toute seule de mon côté. Et là, j'ai repris contact avec quelqu'un d'autre qui fait préparation mentale, hypnose, voilà, un petit peu le total. Et après, j'ai eu un nutritionniste aussi qui m'a donné quelques conseils pendant un moment. Mais ça, j'ai choisi de ne pas l'avoir au quotidien parce que je trouve que être en permanence en train de réfléchir à ce que tu manges, compter, machin, c'est pas la vie que j'ai envie d'avoir. On a un sport qui est déjà dur, qui demande déjà de s'entraîner beaucoup, qui prend du temps dans la journée. Et je pense qu'il faut être un petit peu relâché d'un point de vue de l'esprit et suivre un plan vraiment nutritionnel sur les repas, on va dire. Ça me stresse plus. Okay. Donc, j'ai plus besoin de me dire, OK, je sais qu'il faut que j'ai des protéines, il faut que j'ai ce qu'il faut d'un point de vue nutrition, d'un point de vue des apports énergétiques, mais pas d'être en permanence en train de dire, OK, alors aujourd'hui, le menu, ils m'ont dit de manger ça, ça, ça et ça. Non, là, c'est trop intrusif et ça me stresse. Je suis plus dans le genre à être à l'écoute de ce que mon corps il a besoin. Si j'ai besoin de beaucoup manger, peut-être parce que je m'entraîne beaucoup, donc je mange beaucoup, il n'y a pas de problème avec ça. Et tant que je prends pas du poids ou je prends 10 kilos, tu vois, là je vais m'inquiéter. Mais si le corps il dit non, t'as besoin de 2 assiettes de pâtes aujourd'hui, oui, donne-lui parce que s'il réclame, c'est qu'il y a besoin. Donc plus dans cette approche-là. Et après, je pense que c'est à peu près le tout sur l'équipe. Après, ça dépend si on compte le vidéaste aussi qui me suit cette année. C'est sûr, ça fait du monde. Voilà. C'est vrai que c'est un vrai engagement et sa question était intéressante parce qu'on voit tout l'enjeu et comme tu le dis, toi, comme je l'ai dit, ce petit cercle de la performance avec ces fils que tu viens de tirer. Et toi, ce qui est assez intéressant, c'est que tu dis des fois, t'en fais venir, ensuite ils repartent. Ensuite, c'est ça. C'est vraiment en fonction des enjeux du moment, quoi. Un que j'ai pu oublier, c'est quand même le kiné que j'ai du coup chez moi depuis peut-être 4 ou 5 ans. Okay. Donc, que je vois régulièrement quand je suis à la maison. Par contre, quand je suis en stage ou en compète, là, j'essaye de trouver des kinés sur place. Ça, c'est un peu le truc que j'aimerais changer. Si je pouvais avoir un kiné qui me suit, ce serait génial, mais faut trouver un kiné voyageur. Donc c'est vrai que oui, c'est un engagement pour lui qui est quand même assez présent. Mais c'est vrai que ça, c'est important quand même dans le staff. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas de pro qui ne voit pas de kiné régulièrement. Okay. C'est trop important pour la récup et aussi pour l'aspect prévention des blessures, tu vois. De ne pas laisser une douleur s'installer. Oui, au moins, il y a tout. Toi, tu vas vraiment au kiné toutes les semaines ? Ouais, 1 ou 2 fois par semaine, tout le temps. Ah ouais. Alors que je ne suis pas blessée ou quoi, mais c'est plus en mode prévention des blessures. Du genre, tel jour, sur la séance piste, j'ai le mollet qui a un peu tiré là et tout. Ok, t'es plus tendu de ce côté que de l'autre. Hop, on le masse, on le fait disparaître. Et je repars à 9, on va dire. Et c'est ça qui fait que je me suis peut-être jamais blessée aussi. Après ça, je pense que ça vient pas mal de... On est tous différents, ça vient aussi de l'entraîneur. Il y a des entraîneurs qui font peut-être plus attention que d'autres. Donc moi, j'ai de la chance, on n'a jamais fait de bêtises, on va dire, d'un point de vue de l'entraînement. On n'est jamais allé trop loin. Après, chacun a un corps un peu différent, mais je pense que le kiné, ça aide aussi à encaisser. Au top. Et dernière question pour toi, Julie. Après ce long échange d'1 heure, c'est Lucas. Quels sont les objectifs que tu as à long terme ? À long terme, ça reste quand même de faire une belle carrière. C'est assez vague. Parce que comme on le disait tout à l'heure, moi, au fur et à mesure, dès que j'atteins un truc, j'en fixe un autre. Donc là, tout de suite, moi, j'aimerais bien faire un top 10 au championnat du monde Ironman. Un de ces 4. Ça se trouve, ça va me prendre 10 ans à y arriver. Ça se trouve, je vais le faire d'ici 1 ou 2 ans. Donc si je le fais d'ici 1 ou 2 ans, je changerai. Et puis ça me met 10 ans à arriver, ça me prendra 10 ans. Donc ça m'occupera pendant pas mal d'années. Non, l'idée c'est ça, c'est d'aller chercher des podiums ou des victoires si possible sur le label 110-3 et full, sur des courses toute l'année. Et puis au championnat du monde, d'essayer d'aller chercher un top 10, ça serait sympa. Parfait. Écoute, merci à toi pour cette petite FAQ. Surtout merci pour... l'échange dynamique et complet. On en parlait en off. Il y a un rythme qui est vraiment présent et t'es vraiment. Non, c'est parfait. T'es vraiment là. On va dire, tu mènes l'échange de A à Z, donc c'est nickel. Merci à toi, franchement, pour cet échange. Je te souhaite le meilleur pour la course de dimanche et une belle saison surtout. Merci beaucoup et merci à tous ceux qui écoutent aussi. Yes, à très vite. Ciao, ciao. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si cette discussion t'a inspiré, motivé ou même donné envie de te surpasser toi aussi, fais-le moi savoir directement dans les commentaires. Abonne-toi à la chaîne YouTube et active la cloche pour ne rater aucun épisode. C'est vraiment grâce à ça que le podcast évolue
et qu'on recevra des invités plus extraordinaires les uns que les autres. Si tu veux en savoir plus et aller plus loin avec nous, je te donne rendez-vous sur notre page Instagram Loop sur Endurance pour du contenu exclusif, des anecdotes de tournage et encore plus de motivation au quotidien. Et surtout, n'oublie pas, ton travail, ta discipline et ta vision définissent ta performance de demain. Ciao, ciao!